On a une première invitée qui est Catherine Lipke. Je vais essayer de vous présenter rapidement sa carrière quand même. Née dans les prairies du Dakota du Nord, elle est détentrice d'un baccalauréat en sciences de l'Université du Dakota du Nord et d'une maîtrise en arts de l'Université Berkeley en Californie. De 1977 à 1997, elle enseigne les arts à l'Université Concordia, qui l'ont fait justement ce titre-là, professeur émérite en 1997. Elle partage son temps entre Montréal et le Vermont. Sa carrière s'étend sur plus de 40 ans et son travail a été présenté au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Au fil des ans, elle a développé une pratique intermédia utilisant à la fois la sculpture, l'image photographique, la vidéo et le son comme lien avec le monde naturel. Elle nous présente aujourd'hui The Waterways, donc les cours d'eau, et une installation sculpturale qu'on pourrait nommer, je pense, et elle recrée un paysage, dans le fond menacé, à travers lequel le public est invité à se promener tout bonnement. Et elle porte un regard sur la fragilité, justement, des étendues et des cours d'eau. Donc, je lui demande, ça définit son approche de l'art comme étant un art engagé. Donc, avant même de parler de la création elle-même, quel est son point de vue sur le rôle de l'art dans notre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous émouvoir, nous informer, nous faire prendre conscience de trucs? First of all, I will say, Maybe you have to put it a little bit, yeah. if I were a writer, I would be writing books about the environment. But since I'm not a writer, I work better with images and sculpture and visual ideas. Elle dit que si elle pouvait, elle serait écrivaine puis qu'elle écrirait à propos de la nature, l'environnement, mais qu'elle utilise plutôt les images et les objets et la vie pour s'exprimer les mêmes idées. Ouais. Freestyle. And the art, why you use the art now? It's an engagement? It's engage or not, the art? We are living in a time, the 21st century, which is so abundant in words. And I think if you take an image or a sculpture or the visual arts, you're looking at art in a different way. And perhaps it will jolt some people into thinking differently about our environment. Qu'elle pense que faire d'autres images peut nous aider à... En soi, faire des images de ces thématiques-là, c'est d'en parler. Ouais, c'est ça. And I'm so close to nature itself. Ouais. And I think it's better if I talk about one or two pieces. For example, the boat in there. I lived nearby and on the shore of a river for almost 20 years, watching it in all its seasons and am aware of vessels. And now there's so many migrants that are leaving their country and going by boat to another country. And then in that little vignette, I took the stones from the river where I lived and arranged them in a shape of a river. The chemistry flasks are in there speak to what so often we are doing without thinking. We're polluting our waterways. And this, for me, it's really important to become aware of that. And that's why I don't use just a mason jar with water in it. I use a chemistry flask. And the Florence flasks, which are hanging, they can allude to a raindrop or the rain, or you can take them literally for a chemistry flask. Donc, elle décrit l'œuvre qui est le vaisseau, le bateau qui est suspendu. Donc, elle disait qu'elle ne se considérait pas nécessairement comme une artiste engagée, mais que la façon dont elle
prend les choses, je paraphrase bien sûr, les choses de son environnement. Elle vit près d'une rivière depuis plus de 20 ans et elle a comme recréé cette rivière de roches et le bateau représente un peu les migrations des peuples qui voyagent par bateau parfois. Puis les Béchères, c'est des flasques, ils ont flasque Florence, je pense, qui représente soit un peu la pollution qui est laissée à travers le paysage, puis celles qui sont suspendues pourraient représenter l'eau qui tombe, l'eau de pluie, la goutte. Mais dans le fond, il y a comme une circulation entre ces choses-là. Comme elle travaille avec du numérique, des matières naturelles, je voulais voir qu'est-ce qui déterminait le fait que, cet aspect-là de l'œuvre, je vais le traiter avec les nouveaux médias. Celui-là, je vais le fabriquer. Celui-là, je vais utiliser du matériel qui existe. I used to do a lot of work with textiles and quilting, stitching, stuffing. I was so delighted when I discovered handmade paper. It's made from cotton or linen, the same material as I was using for the stitching and the quilting and the stuffing. And I could shape it the way I wanted, and I didn't have to take out my needle and thread and stitch it. And I have been working with handmade paper for more than 40 years. Okay. And, it's an amazing material. And for earth skins in there, I added a lot of clay. And it's part of the earth, and it becomes part of the earth. Elle parlait entre autres de Earth Skin, qui est la grande murale qui est faite de... Donc, la question, c'était qu'est-ce qui détermine un ou un autre médium. Mais elle a dit qu'elle a commencé par le textile. Je pense d'ailleurs qu'elle a fondé le département de art textile de l'Université Concordia, ce qui veut dire qu'il n'y en avait pas avant. Fait que c'est quand même merci Margaret, Catherine. Et donc, après avoir utilisé tous ces matériaux textiles, elle a découvert le papier, puis elle a commencé à fabriquer son propre papier, puis elle a aimé genre la facilité. It became easier to work this material. Dans la grande pièce Earth Skin, il y a aussi de l'argile. Donc, c'est un mélange de matériaux. For me, it was such a natural progression to take those materials because I knew how to handle them. I had the equipment. I had a vacuum table that was 5 feet by 9 feet, so I could make the big pieces. And growing up on the prairies, everything I see is big. Because on the prairies, that you have endless sky and there is space and bigness. And when you begin with the video? And I really started with the video. I've done several documentaries with the Maya women in Guatemala and with the Kuna women in Panama. And I love documentary, but that's a story. And this way, with the visual and this thing, I take the images and they become what I'm trying to convey in still images. Elle disait que c'était comme un peu la continuation des images fixes, des images figées. Les vidéos qu'on a vues, c'est des interventions, des actions, qu'on documente sur de longue durée qui pourraient, oui, être une image, mais qui sont ça. Alors, je vais aussi présenter brièvement, très brièvement, votre parcours. Né à Toronto, vous avez grandi en partie dans cette ville-là et à Montréal. Un baccalauréat en arts à l'Université Concordia, durant lequel vous avez, entre autres, étudié en France. Les œuvres sont présentées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Australie. Et son travail a été récompensé par de nombreux prix. Microcosme. Si on va voir la définition de microcosme, on nous dit c'est une image abrégée, une image réduite du monde et de la société. Ça, c'est la définition officielle. Et de mon point de vue, vous venez interroger la notion de distance et de proximité. D'ailleurs, quand on regarde vos œuvres, soit qu'on soit loin ou qu'on soit proche, on n'a pas du tout le même effet. Et en plus,
la place qu'on a de nous avec le lieu que vous nous présentez ou ce qu'on imagine être ce lieu. Alors, j'aimerais ça, d'abord, la notion de pluriel. Parce que vous auriez pu dire un microcosme, je vous présente la nature, mais non, vous faites le choix du pluriel. En fait, avec ces dessins et ces tableaux, je vous invite à venir regarder vraiment de proche le petit monde qui est devant vous et d'être immersé, Émergé. immergé par tous les éléments qui sont dans cette communauté qui se trouve devant nos yeux. Donc, c'est des communautés que peut-être qu'on n'y pense pas, on ne regarde pas souvent, on n'interroge pas nécessairement nos relations avec ces petits éléments-là. Donc, Et vous parlez de communauté avec vraiment la notion donc comme des êtres vivants qui sont interdépendants les uns des autres. Là. Oui, donc c'est tout un monde qu'on ne voit pas peut-être dans le dessin ou le tableau, mais on peut imaginer tous les organismes qui vivent là et toutes les choses qui sont en train de se passer avec la lumière, avec l'eau, avec les plantes, les champignons, les algues. Et notre partie dans cette relation, notre partie dans cette interaction en fait, de vie. Et vous travaillez entre, il y a une notion de réalisme et en même temps d'abstraction. Parce que vous auriez pu faire le choix d'être en même temps, vous êtes hyper réaliste, mais c'est le cadrage qui fait qu'on bascule dans l'abstraction. Parce que quand vous nous présentez le lichen ou encore l'eau, par exemple, qu'on voit, c'est hyper réaliste. J'utilise le réalisme, mais c'est pas comme ça quand on regarde de proche. Ouais. Donc, quand on regarde de proche, on commence à observer la juxtaposition des couleurs, les relations entre les couleurs, les formes répétitives, puis peut-être on rentre dans une émotion, j'espère, par rapport à tous ces éléments-là. Et on peut penser, qu'est-ce que je suis en train de sentir par rapport à ce petit environnement-là. Et j'espère que ça donne un sentiment de bien-être, en fait, parce que je pense que quand on est dans la nature, on a toujours un sentiment de bien-être. Vous parlez des formes répétitives, justement. Vous nous les présentez, dans le fond, c'est un peu la théorie du chou-fleur ou du brocoli, là. Il est tout petit, mais chaque boucle se répète, revient, et ainsi. Donc, on est dans la forme du très petit pour prendre conscience du très grand. Oui, absolument. Donc, le microcosme nous appelle ça nous donne l'opportunité d'apprendre sur quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Oui. C'est un petit exemple de ce qui est là, en grandeur, tout autour de nous. Ici, on est dans un lieu rectangulaire, carré, rigide. Et ce qui vous intéresse, c'est vraiment ça. Il y a la notion de nature et l'extérieur, donc, et l'intérieur. L'intérieur édifice, mais l'intérieur de l'individu aussi. Là. Il y a tout ça. Oui. En fait, c'est qu'est-ce qu'on construit pour se sentir en sécurité. Donc, nous, dans la société, on crée des bâtiments, on crée des murs, des angles droits, des couleurs solides. C'est comme si on nie un petit peu la nature à laquelle on fait partie. On laisse des fenêtres ouvertes sur la nature parce qu'on apprécie, on trouve ça beau. On trouve ça joli. Ouais, c'est joli. Donc, quel est l'équilibre qu'on crée entre les espaces intérieurs et la nature qui est sauvage, qu'on ne peut pas contrôler. Donc, à l'intérieur, on peut avoir des petites plantes de maison, on peut tailler notre haie, etc. On essaie de contrôler, en fait, la nature qui est autour de nous. Donc, en fait, c'est à travers ces dessins et ces tableaux, c'est que j'essaie de dire, regardez plus proche. Est-ce que c'est possible d'apprécier un petit peu plus, comment dire, c'est comme des indices pour plus tard, quand on est dehors. Est-ce qu'on se rappelle de ce qu'on a vu là? Et on se dit, ah oui, il y a ça à regarder, ah oui, il y a ça sous mes pieds, il y a ça devant moi. Prendre le temps d'observer tout ce qui nous entoure. Et se sentir en sécurité là aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de sécurité qui est présente dans... Et pourquoi cette notion de sécurité-là vous fascine autant? Qu'est-ce qui vous... C'est peut-être que moi, je ne suis pas toujours avec le sentiment de sécurité quand je suis dans le bois, mais
c'est quand même un endroit, j'ai grandi un peu à la campagne aussi, j'ai passé beaucoup de temps à passer toute la journée dehors, dans le pré, dans la forêt, à côté de l'eau, à jouer avec le gazon, à observer. Et c'est peut-être pas tout le monde qui a cette opportunité-là, mais il y a beaucoup de valeur de passer le temps dehors avec la nature en le touchant, le regardant, l'observant vraiment de proche. Alors, est-ce que vous prenez des photos, vous faites des croquis? Comment vous faites? Je prends beaucoup de photos. Ensuite, je les fais développer. Je les agrandis, je les amène dans mon atelier. Puis Mais vous travaillez numériquement ou vous les faites développer? Non, papier. Non, je les fais développer. Ouais. OK. J'en ai partout sur des murs, par terre, c'est partout. Donc, j'ai toujours tout ça autour de moi, puis je suis toujours en train de les réarranger, puis de réfléchir et de réorganiser. Puis finalement, j'ai des idées qui commencent à me venir, puis là, je les mets ensemble, puis je me mets à travailler sur toile. Donc, je travaille la peinture à l'huile sur toile. Et dernièrement, j'ai travaillé avec le pastel sec, le pastel tendre. Voilà. Donc, c'était comme un dialogue entre les deux médiums. Est-ce que vous mélangez des non, sur la même? Ils sont séparés. Mais tous les deux, c'est des pigments purs. Oui, c'est ça. Le pastel tendre, c'est du pigment pur qui est compressé dans un bâton avec très peu de médium pour le tenir ensemble. Et la peinture à l'huile, c'est du pigment qui est broyé avec de l'huile et possiblement des cicatifs pour le faire sécher. Et est-ce que, quand vous travaillez avec des formes répétitives, est-ce que vous y allez directement ou si vous tracez déjà à l'avance des formes? Je fais un dessin très général pour commencer, pour placer la composition. Puis après, si c'est une peinture à l'huile, je travaille en couche de glacis. Donc, la première couche, c'est très dilué, puis je couvre la surface au complet. Et ensuite, c'est un développement par couche. Voilà cet effet qui fait qu'on plonge autant dans vos couleurs, qui sont absolument merveilleuses. C'est la superposition de couleurs transparentes qui donne une profondeur de champ et une lumière. Ouais. Voilà. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, je vous invite à plonger dans ces œuvres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, elle a travaillé principalement, mais pas exclusivement, l'art textile tissé, la peinture, le dessin et les collages. Originaire on prononce Bergen, oui, en Norvège. Elle est influencée par les longues et vives traditions artistiques et artisanales de son pays. Diplômée d'une majeure en art textile avant de poursuivre sa carrière artistique en tant que tisserande de tapisserie. Depuis son installation permanente au Québec en 1998, c'est ça, son art s'élargit et comprend une multitude de techniques qu'elle présente à travers des installations, des documentations photographiques et des performances aussi. Elle obtient en 2012 un diplôme de deuxième cycle de l'Université de Sherbrooke en pratique artistique actuelle. Et depuis 2010, elle participe à plusieurs programmes d'artistes en résidence au Québec et en Norvège. Quand j'ai lu sur vous, une citation qui m'a particulièrement interpellé, qui est venue me chercher, c'est « Pour moi, la laine est plus qu'un matériau de tissage, elle fait partie de mon identité. » Oui. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Oui, je suis grandie dans un pays où le lieu que j'étais entourée les bêtes en Norvège sur le côte ouest. Les moutons se promènent partout et pas mal libres aussi. Tout l'été et l'automne, ils sont toutes seules dans les montagnes. Ils restent là et ils deviennent presque sauvages. Quand les fermières viennent, les bergères viennent de ramasser, et ils sont presque... Il a retrouvé son propre nature bête. Mais cette laine était présente quand je grandis, tout à fait, les vêtements, le pluie, qui était beaucoup de pluie, là, la laine était comme... on était presque comme les moutons, nous autres.
peut dire ça. Donc, ça fait vraiment partie de vous. Et vous nous présentez la laine comme étant un matériau nomade. Oui, parce que moi, j'adore, je trouve ça fascinant que la laine des moutons, il se promène, hein, et c'est un matériau vivant qui se promène dans un lieu, une terre, et devenir tellement des connaisseurs d'une terre. Et quand tu ramasses son laine, il est plein de souvenirs de cette terre. Hein? C'est des petits morceaux de plantes, les petits morceaux de terre. C'est vraiment une matière, comme je dis, c'est comme un jardin qui se promène, qui ramasse tout. Et quand moi je le prends, j'ai beaucoup de fascination de toutes ces traces. Je ne veux pas qu'il part vraiment. Je les traite avec beaucoup de comment dire, respect, les lanolines, les petites traces. C'est ça que j'ai le goût de partager avec les autres aussi. Quand je travaillais ici à Valcourt avec les femmes, tout de suite, j'ai présenté ce matériau comme un matériel vivant qui doit pas, je ne voulais pas qu'il dire oh, on doit le laver, on doit le faire plus propre, plus raffiné. Exactement. Ouais. Garder le côté. Justement, on va, je pense qu'il faut en parler un peu plus. La laine est un matériau nomade, imprégné de cultures comme les jardins portables, et composé donc de tissage de laine, de sons, de photographies aussi qui sont intégrés. C'est le résultat d'une expérience. Là, c'est un élément vivant, cette exposition-là en soi. C'est la rencontre qui a été échelonnée pendant 8 semaines. Une résidence donc que vous avez fait au studio B12, et le studio B12 qui est à Valcourt, et c'est REDA qui est l'organisme qui pivote et qui a amené ce projet-là au centre ici. Le centre a embarqué avec eux dans le projet. Donc pendant 8 semaines, avec 12 femmes. Il y a certaines qui sont nouvelles arrivantes, je crois, du Maroc, de Chine, de Philippines, ainsi que des femmes qui sont nées au Québec. Merci à Kevin qui représente l'organisation 2030, qui était tellement important pour moi parce que c'est quand même lui qui a trouvé les femmes pour moi. Okay, oui. C'est ça. J'ai rencontré 2 groupes 6 fois. Et il me manque. Parce que moi, tout qu'on on a tissé les liens ensemble dans ce temps-là. Merci beaucoup d'avoir participé et de contribuer à l'exposition. Mais justement, dans le fond, le tissage comme forme d'art, mais aussi comme pratique sociale. Oui. C'est vraiment un aspect. Et j'aimerais ça quand même parler de l'autre œuvre que vous nous présentez, de l'autre section aussi, Mouvements et dentelles, qui là aussi, on est une œuvre, mélange textile et papier. Est-ce que vous fabriquez vous aussi votre papier ou vous intégrez différemment? Non. Je ne vais pas fabriquer mais je traite le papier un peu comme le tissage. Je bâtis en mon surface. Je ne fais pas partir d'une grande surface. Même le papier, c'est des différents papiers que je fais composer ensemble pour que ça devienne une surface. Travail en surface. Et dans cette œuvre-là, vous vous inspirez notamment d'histoires de lieux à des endroits. Par exemple, il y en a une qui est Résonance du fleuve qui a été réalisée à Kamouraska. Vous vous intéressez de nous présenter votre vision des lieux, nous faire résonner un peu ces univers-là à travers des tissages, des organisations. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette notion de lieu à représenter? C'est trouver le lien avec les différents courants dans la nature qui résonnent aussi à nous-mêmes. C'est comme on se promène et on remarque des choses et on ne remarque pas les mêmes choses, hein? Non? Et ce que je remarque, moi, c'est comme ça me donne la permission de créer quelque chose qui vient de moi et l'autre. Faire le pont. Oui, faire le pont.
fait vraiment faire le pont, faire la rencontre. Et dans le tissage et dans toutes vos œuvres, vous faisiez le parallèle aussi, en lisant vos textes, avec toute la notion de migration. De mélanger les laines d'un pays, les laines d'un autre. Par exemple, je pense que dans votre cas, c'est le jour où vous avez mélangé la laine que vous aviez amenée avec vous, avec la laine que vous vous étiez procurée ici, que vous avez commencé à vous sentir mieux ici. Oui, c'est sûr que quand j'arrivais ici, c'était un choc par rapport à la langue. Mes références, mes repères étaient disparus. J'étais là avec 2 petits bébés à la campagne en Estrie. Et j'ai cherché un matériau qui me rentrait plus chez moi. Parce que la laine et les moutons, c'est sûr que tout de suite, j'ai le sentiment que je peux avoir une conversation digne par rapport à cet être humain qui n'a rien compris qu'est-ce que je dis. Hein? Mais c'est ça. Avec la laine, oui, on se comprend mieux, très bien, moi et les moutons. Aucun problème. On vous a bien compris aussi. Malheureusement, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis ici. Oui, mais on sent l'affection quand même pour les moutons. Hein? Ouais. Écoutez, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Et on vous invite donc